Bonjour à tous, amis auditrices, amis auditeurs, un superbe épisode en perspective. On va parler d'un des sujets phares pour la stratégie marocaine, pour le développement du Maroc, mais aussi pour le rayonnement et l'image du Maroc. On va parler de tourisme. Vous savez que c'est un sujet phare en ce moment, beaucoup d'échéances en vue, Coupe du Monde, Soft Power. On va parler de tous ces sujets avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Wissal Gherbaoui, que je remercie très chaleureusement de nous avoir fait l'amitié de venir participer à ce podcast. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses intéressantes à partager aujourd'hui avec une perspective très intéressante pour vous, amis auditeurs, notamment avec une grille de lecture axée sur la stratégie et la compétitivité sur ce secteur et cette industrie bien particulière. Bonne écoute à vous. Wissal Gherbaoui, bienvenue, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation et d'être venu au sein du plateau de Strategic Mindset. Avec plaisir, merci beaucoup de m'y avoir invité. Je suis ravie d'être là. J'écoute ces podcasts depuis leur lancement et c'est vrai que c'est pour moi aussi un vrai plaisir de partager quelques éléments de conversation autour de ce sujet qui représente un pan important de l'économie nationale. Tout à fait. Et voilà, tu as une belle expertise par rapport à ce sujet-là. Tu as travaillé pendant très longtemps au sein de l'industrie touristique, mais tu as aussi une expérience en termes de management avec des groupes privés internationaux et nationaux. Mais tu es passé aussi justement par le secteur public, car tu as été, par exemple, la directrice de cabinet du ministre du Tourisme, l'ancien ministre du Tourisme. Tu as fait partie aussi de plusieurs fédérations. Tu fais partie du patronat marocain, donc de la Confédération générale des entreprises marocaines, mais tu as été aussi secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Autant dire que, voilà, au niveau de ces sujets-là, mais aussi au niveau des enjeux stratégiques pour les dirigeants, mais aussi pour les consommateurs, par rapport aussi à la compétitivité de notre industrie, je pense que nous avons vraiment de la chance de te recevoir aujourd'hui pour aborder en profondeur et en toute amitié ces sujets-là. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un petit peu, pour nos auditrices et nos auditeurs, te présenter, parler de ton parcours, et puis comment tu t'es retrouvée aujourd'hui, justement, experte, voilà, par rapport aux questions justement liées au management et au tourisme, mais aussi, je tiens à le préciser, en termes de management stratégique et d'intelligence économique, car tu es aussi diplômé de l'école de guerre économique, ce qui nous fait un point en commun tous les deux. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, experte, je sais pas, je suis tombée dans l'industrie touristique il y a très longtemps, il y a plusieurs années. Et c'est vrai que c'est un secteur très passionnant. Tout le monde sait que le poids économique de ce secteur aujourd'hui est important. Il n'est plus à démontrer. On reviendra sur ce qu'il représente de manière chiffrée peut-être autour de la conversation. Mais moi, j'ai commencé à travailler dans l'industrie touristique de manière tout à fait assumée à un moment où les filles, en tous les cas à l'époque, n'y allaient pas. Et là, c'est un autre sujet encore qui intéresse beaucoup l'attractivité pour les jeunes de cette industrie qui est extrêmement intéressante. Et à mon époque, à moi, quand je sortais du lycée avec mon bac, c'était pas quelque chose qui se faisait naturellement. Donc j'avais fait ce choix de manière tout à fait assumée et à contre-cœur de ma famille, mais je l'ai fait parce que c'est une industrie qui ouvre beaucoup de perspectives, d'abord c'est une industrie extrêmement exigeante, qui ouvre beaucoup de perspectives et qui offre franchement le vrai concept de l'ascenseur social existe dans l'industrie touristique. Il y a des centaines d'exemples que j'ai vus moi au cours de mes bientôt 30 ans de carrière professionnelle. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir étudier ce domaine-là, ensuite faire évoluer mon parcours professionnel dans différents groupes nationaux, internationaux, toujours dans des thématiques liées au management. Et puis, j'ai également fait évoluer ce volet-là vers du management stratégique. J'ai eu la chance, en effet, de fréquenter l'école de guerre économique où j'ai pu effectivement suivre le parcours ou le cursus de l'intelligence économique qui est aujourd'hui un outil extrêmement important et
fondamentale maintenant pour pouvoir assurer aux entreprises des instruments d'aide à la décision qui sont performants, qui sont nécessaires au quotidien pour des dirigeants. Donc voilà, très grossièrement, ce que j'ai pu faire durant mon parcours. J'ai intégré effectivement un cabinet ministériel pendant une dizaine d'années dans l'industrie du tourisme. Ça m'a permis de travailler d'abord avec des équipes très talentueuses, extrêmement engagées, dans le cadre de l'élaboration des stratégies sectorielles. Et j'ai également pu affiner, on va dire, ma collaboration et mes relations aussi, très amicales d'abord et puis professionnelles aussi avec l'ensemble, une grande partie en tout cas des acteurs de l'écosystème, que ce soit dans le cadre de mes anciennes occupations au ministère du Tourisme, mais aussi dans le cadre du travail associatif, corporatif. Je travaille à la Confédération nationale du tourisme où j'ai siégé en tant que secrétaire générale pendant quelques années. Ça a coïncidé aussi avec un momentum extrêmement particulier pour le monde et pour l'industrie touristique aussi, mondiale, et puis de notre pays également. C'était pendant la période du Covid, où nous étions, je veux dire, en front line de la gestion de cette crise avec l'ensemble des acteurs. Puisque, comme chacun le sait, la crise du Covid a impacté de manière frontale, immédiate et j'ai envie de dire violente, la capacité de mobilité de la population mondiale. Et donc, forcément, la première industrie qui a été impactée par ce manque de mobilité, c'est l'industrie du tourisme, qui aujourd'hui représente pour le monde 10% de l'emploi mondial. Donc, c'est dire l'importance de cette industrie et son poids, pas seulement économique, mais social aussi. J'imagine. Je rebondis sur ça parce que je pense que c'est très intéressant pour nos auditeurs et pour les décideurs de manière générale. Gérer une crise pareille, voilà, quand on est justement par rapport à cette industrie-là, en termes de gestion de crise, une question très très simple, comment ça se gère lorsqu'on fait face? J'imagine déjà que c'est assez particulier et assez... on va dire, assez déroutant pour tout le monde quand on se prend une crise pareille, entre guillemets, si je peux utiliser le terme, dans la tronche, voilà, pour tout le monde, si je peux utiliser le terme. Voilà, déjà, nous, au niveau personnel, mais alors une industrie qui est dépendante, justement, du transport international, des mouvements humains, qui en est le moteur, et avec donc tout un écosystème économique qui en dépend. Comment ça se gère, ce genre de crise? Lorsqu'on y fait face, demain, jamais on aurait pu imaginer. Heureusement qu'on y fait face. Exactement. La preuve, on est toujours... Bien sûr. Non seulement on est toujours là, mais notre industrie se porte très bien et a brillamment performé, au Maroc en tout cas. Oui. Est-ce qu'on y a fait face? D'abord, à l'époque, évidemment, on s'en souvient tous, il y a eu assez rapidement un cadre qui a été mis en place au Maroc par les autorités marocaines pour l'ensemble des acteurs économiques. Oui. Pas seulement dans l'industrie touristique, qui a été en front line, mais aussi pour l'ensemble des autres industries et du monde économique de manière générale. Mmh. Et donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir des écosystèmes avec des acteurs identifiés, des acteurs présents, forts, dynamiques, et avoir aussi, ce qui était le cas au Maroc et pour l'industrie que je connais bien, une approche participative et collaborative entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. Oui. C'est extrêmement important et cette qualité de collaboration a été déterminante au moment de gérer la crise. Parce que d'abord, il a fallu poser un diagnostic pour pouvoir évaluer ce qui pouvait l'être en termes d'impact. Oui. Ensuite, il fallait aussi mettre en place tous les mécanismes de résilience et de résistance pour pouvoir préserver l'outil de travail et pour pouvoir préparer la suite. Parce que, évidemment, on le sait tous, et tu le sais bien toi aussi, quand on est au milieu d'une crise et quand on est dans une approche responsable de pilotage de crise, il ne s'agit pas ou il ne suffit pas de poser des diagnostics, il faut très rapidement aussi se mettre dans une dynamique de solutionner et ensuite de relancer.
Tout à fait. Alors, c'est ça qui a été formidable pendant ce temps-là, et je me rappelle maintenant qu'on en parle avec une pensée bienveillante et très très amicale pour beaucoup 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 d'acteurs qui n'ont pas compté leur temps, qui n'ont pas compté leurs efforts, leur énergie pour pouvoir assurer justement la solidité de ce cadre pour pouvoir permettre à la TPME touristique, parce que l'image de toute l'économie marocaine, les entreprises du tourisme au Maroc sont pour la plus grande partie des TPME. Oui. Et donc, c'est des capitaux plutôt fragiles, c'est des emplois qui sont importants, malgré le fait qu'on soit dans un secteur. Je me plais toujours à dire que nous avons la chance de travailler dans ce que l'humain a de plus précieux, c'est son temps libre. Oui, c'est vrai. Donc, du temps libre, paradoxalement, pendant le Covid, l'humain en avait, mais ne pouvait rien en faire. Et donc, il a fallu mettre en place des outils d'abord pour lire la situation, ensuite pour projeter cette situation sur différents scénarios, et puis pour construire des sorties de crise. Et je profite d'ailleurs de cet échange pour réitérer toute ma gratitude à l'ensemble des acteurs privés, mais aussi au pouvoir public. Et avec une pensée particulière à l'actuel ministre des Finances, qui était à l'époque ministre du Tourisme, qui a été d'un soutien formidable en termes de présence, en termes d'encouragement, en termes de soutien, même moral, hein, aux équipes, parce que on parle de patrons qui ont à la fin de chaque mois quelques millions de dirhams à poser en termes de masse salariale et en termes de charges et en termes d'engagement financier. Les acteurs aussi du système bancaire ont joué le jeu, ont beaucoup travaillé avec les représentants du secteur privé pour pouvoir trouver des solutions. On se souvient, il y a eu une feuille de route qui avait été mise en place pour préserver les acquis du secteur, parce que le secteur, ça faisait déjà 20 ans qu'il était en train d'investir Oui. dans de l'infrastructure, mais aussi dans de la conquête de marché, dans de la croissance, dans plein de sujets. Oui. Donc, c'était pas envisageable de céder à la panique ou de céder à une conjoncture. Le secteur du tourisme est connu pour être un secteur qui s'impacte assez vite, très sensible. Quand il y a un petit éternuement quelque part, le secteur du tourisme s'enrhume très vite. Oui. On se souvient de toutes les, malheureusement, hein, de toutes les dates un peu fatidiques. Il y a eu la crise des subprimes en 2008, il y a eu des crises sécuritaires un peu partout en Europe. Oui, les vagues terroristes. Exactement. Donc tout ça fait que la mobilité humaine, ou la volonté en tout cas de l'humain d'aller se déplacer, d'aller chercher soit du loisir, soit de l'opportunité business dans d'autres pays, elle se réduit systématiquement. Et donc l'industrie du tourisme est d'une très grande sensibilité, et non pas une fragilité, mais une grande sensibilité. Et cette sensibilité lui a aussi permis de construire une forte résilience. Et au Maroc, ça s'est beaucoup vérifié, puisque à la sortie du Covid, notre pays a été celui qui a renoué avec le taux de reprise le plus important au monde. C'est-à-dire il était beaucoup plus élevé que le taux de reprise dans le monde, dans des destinations très, très établies. Oui, oui. Alors, bien sûr, il y avait un capital confiance qui était important. Il y a eu de très bons choix qui ont été faits, qui ont apporté, dans une circonstance pareille, ont apporté des garanties de capacité à faire face à des situations complexes par notre pays, avec des choix qui ont été faits par les autorités et qui ont été scrupuleusement appliqués, suivis, soutenus par l'ensemble des acteurs et par la population aussi, qui a été formidable à ce moment-là. Et donc, ça a permis de faire une sorte de reset. Oui. Et ça nous a aidés dans l'écosystème touristique à l'époque. Ça nous a aidés aussi et ça nous a poussés à réfléchir, à remettre en ordre un certain nombre de sujets pour pouvoir penser encore plus grand, penser encore plus fort, penser encore plus durable, pérenne, une industrie qui est tellement importante pour notre pays, pour son économie. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et comme en général on dit après l'orage vient le beau temps, peut-être cette divine surprise qui arrivait justement juste après la période Covid
Je pense à la période novembre 2022, la Coupe du Monde. Là, on voit le poids du sport et du soft power sportif au niveau mondial. Parcours exceptionnel de notre équipe nationale. Ouais. Je pense que ça a largement joué dans la reprise, on est d'accord. Et je pense qu'on ressent les effets jusqu'à aujourd'hui, et peut-être jusqu'à pendant un certain bout de temps. La Coupe du Monde, oh, qu'est-ce que c'est joli d'en parler et d'y penser, parce que on a tous cette période-là, on va la garder tous, plusieurs générations, on va garder ça dans notre cœur, et on va le perpétuer, on va le raconter à nos enfants, nos petits-enfants, enfin nos enfants l'ont vécu, mais nos petits-enfants, on va leur raconter. C'est au-delà de l'immense fierté que nous avons tous ressentie en tant que Marocains. Tout à fait. Tous. Au-delà de l'immense esprit familial. La famille marocaine était La famille marocaine dans toute sa splendeur, au-delà de la cohésion, au-delà de la solidarité qui nous caractérise, tout le monde le sait, au-delà de la force de Tamr Rabit. Tout à fait. Il y a même eu des gens qui ont fait des stands pour vendre Maqouda et Tono al-Harour en plein Qatar. Enfin, c'est symbolique, mais les Marocains savent ce que ça signifie symboliquement de partager ce genre de repas de la street food, qui est aussi une expérience culinaire extrêmement intéressante dans les parcours touristiques. Et nous avons vécu un moment formidable qui a permis, au-delà de toutes ces émotions très, très fortes que nous a offert notre équipe nationale et l'ensemble de la football team, qu'elle soit en front line sur le terrain ou en back-office, et le 12e joueur qui est le public aussi, qui a été formidable au Qatar, qui nous ont tellement bien représentés. Au-delà de tout ça, il y a eu une véritable dynamique qui a été enclenchée et qui a été aussi travaillée et stimulée, cette fois-ci, par les acteurs du tourisme. Je pense aux campagnes qui ont accompagné ce momentum, qui ont été initiées par l'Office national marocain du tourisme à l'époque. Et c'est exactement ce type de sujet sur lesquels il faut être attentif, parce qu'en effet, c'est comment tirer le meilleur de ce type d'événement ou d'opportunité, et c'est là où le travail avait été fait et bien fait, qui a permis justement d'amorcer cette croissance et de mettre dans le pipe un élément booster. Donc le Qatar a été un moment formidable de visibilité planétaire de notre destination, mais pas que, parce que au-delà de la visibilité, il y a eu aussi le partage de notre culture. Il y a eu le partage de notre générosité. Il y a eu, on a fait rentrer des gens du monde entier quasiment chez nous, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la facilité aujourd'hui visuelle qu'offrent différentes plateformes des réseaux sociaux. Il y a la symbolique des mamans avec les joueurs. La symbolique des mamans, c'est pour ça que j'ai parlé de famille. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé de partage et de faire rentrer les gens chez nous, dans nos maisons. C'est ce que ça nous caractérise tellement. La chaleur et de l'hospitalité. Cette hospitalité, cette chaleur humaine, mais le talent des hommes et des femmes qui ont travaillé tous les jours dans leur bureau pour pouvoir créer le meilleur à partir de ce point de départ qui était le Qatar, qui était au départ un sujet sportif. Il est devenu le sujet de tous les Marocains, et nous avons tant célébré tous ensemble, et pas qu'au Maroc. Les Marocains du monde ont aussi célébré partout dans le monde. Donc ça a été un moment formidable et une dynamique extrêmement forte qui a permis à cette industrie d'amorcer une phase importante dans l'accélération de son chemin de croissance, puisque il y avait à ce moment-là la feuille de route touristique 23-26 qui était en rédaction, on va dire, qui était en construction, en cours de conception entre les acteurs du privé autour de la Confédération nationale du tourisme et les acteurs du public, et donc représentés par la tutelle, par le ministère. Et donc c'était cette croissance-là qu'il fallait aller quantifier, objectiver, et puis organiser pour qu'elle soit la plus profitable. Mais au-delà de la profitabilité,
il fallait aussi s'assurer de sa pérennité. C'est pour ça Mhm. qu'il y a eu la feuille de route 23-26, bon, avec des choses qui avancent plus ou moins, mais beaucoup de choses qui avancent quand même. Si je résume bien, la stratégie, en tout cas la bonne approche qui a donné finalement non seulement une résilience, mais en réalité ce qu'appelle, ça me rappelle l'ouvrage de Nassim Nicolas Taleb, une antifragilité. C'est-à-dire qu'au contraire, on transforme une faiblesse, donc la partie Covid, avec du travail, donc il y a de la préparation en amont. Et puis, des fois, coup du destin, coup du sort, on a des boosters comme cela. Et ça permet d'amorcer une dynamique. Mais comme tu dis, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de travail en amont derrière. Le terrain doit être bien préparé. À la l'opportunité, elle peut exister. Ouais. On peut aussi la rater, hein, l'opportunité. Oui, c'est ça. Ça aurait pu Je pense qu'il n'y a rien de pire. C'est qu'une fenêtre de tir. Une opportunité, quand elle arrive, quand il y a un écosystème solide qui est derrière, qui est capable de déclencher rapidement cette dynamique, il va profiter de l'opportunité. Quand l'opportunité, elle est là, ça aurait pu être aussi un super souvenir. On a tous vu le Maroc arriver en demi-finale, on a tous vu des matchs légendaires, historiques, de temps en temps pour se redonner le moral quand on a des journées un peu grises, on se refait un Maroc-Espagne du Qatar. Jusqu'à aujourd'hui, avec des fois, l'amitié pour le meilleur booster des fois matinal avec le café, c'est de revoir la séance des pénaltys avec l'Espagne. Exactement, ça nous redonne beaucoup d'énergie. Toute l'importance du travail qui a été fait par les acteurs du milieu sportif, ils ont fait le job après, et ils ont réussi des exploits incroyables, historiques. Bien sûr. Maintenant, ça a aussi été extrêmement important que des acteurs économiques de l'industrie touristique, notamment, puissent se pluguer sur cette opportunité et construire à partir de là quelque chose de solide, de pérenne et un booster, mais pas seulement. C'est-à-dire, ça doit devenir, et c'est devenu, un élément de résilience important de notre industrie. Tout à fait. Ça nous a fait gagner beaucoup d'années, Carrément. Cette exposition. Tout à fait, tout à fait. Justement, je vais parler un petit peu des chiffres et du diagnostic actuel. Record année après année. Donc là, je parle pour l'année 2024, 17,4 millions de touristes. Dépassant l'objectif initial, voilà, en tout cas qui a été fixé. L'anticipant de 2 ans. L'anticipant effectivement de 2 ans, donc une progression de 20% par rapport à 2023. Donc ça continue avec en parallèle ou en perspective ou dans le fond du décor plusieurs échéances qui pourraient permettre justement de booster, en tout cas d'accentuer ou de développer ces résultats-là, à savoir les prochaines échéances. D'ailleurs, je pense que l'effet Coupe du Monde, participation et le parcours au Qatar en 2022 a permis d'ouvrir en termes de stratégie de perspective justement le positionnement du Maroc. On pourra peut-être en parler par rapport au tourisme sportif, mais le positionnement par rapport à son sérieux, par rapport aux infrastructures sportives, et donc l'accueil cette année de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi en 2030 de la Coupe du Monde avec cette participation conjointe avec l'Espagne et le Portugal. Par rapport à cela, peut-être du coup des questions qui pourraient se poser de manière générale, que pourraient se poser nos auditeurs ou l'opinion publique ou même les différents décideurs. Comment gérer ça ? Que le succès n'est pas simple, voilà, quand il arrive à gérer, et peut-être justement de voir comment le faire croître, en tout cas le faire perdurer, qu'il soit pérenne. À ton avis, aujourd'hui, peut-être, selon toi, ton retour d'expérience, ta vision personnelle, quels pourraient être les mécanismes ou les stratégies à adopter ? Parce qu'il y en a plusieurs. On pourrait même discuter, faire des benchmarks et dire que voilà, les Espagnols ou les Français, par exemple, sont dans une autre division. En France, je crois qu'il y a quasiment 100 millions de touristes annuellement, avec le patrimoine, avec différentes niches. Il y a du tourisme de niche. On parlait de tourisme sportif, de tourisme durable aussi. Certains pays sont spécialisés. Comment pourrait amorcer justement le Maroc ce virage très important qui est là, donc un succès, une croissance, mais justement pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit aussi, qu'il ne déstabilise pas beaucoup aussi nos structures sociales ou peut-être aussi notre écosystème traditionnel, et pour qu'aussi qu'il y ait une dynamique, on va dire, un peu plus globale au niveau économique qui puisse se poursuivre. À ton avis, quels pourraient être
différentes stratégies ou peut-être priorités, parce que bon, on va pas définir de plan stratégique, et puis je pense qu'il y a des acteurs aussi qui sont très bien qualifiés pour le faire, mais à ton avis, quelles pourraient être peut-être des priorités ou des points importants à mettre en lumière par rapport à cela, par rapport à ces échéances qui arrivent? Moi, je crois qu'il y a deux approches. Oui. Il y a l'approche quantitative. Oui. Globalement, c'est l'approche qui prime depuis deux visions stratégiques maintenant, parce qu'on est le plus souvent dans des approches quantitatives, à 10 millions, 20 millions. Oui. Et puis, l'autre approche, c'est une approche qualitative. Oui. Elle n'est pas nécessairement antinomique avec la quantitative. Alors, on peut faire les deux. Il faut faire des arbitrages et des priorisations. Tout à fait. L'approche quantitative, elle est importante. On a eu la chance, on vient d'en parler, d'avoir le Qatar qui a été un élément, enfin la Coupe du Monde au Qatar, qui a été un élément booster pour atteindre justement cette croissance à 2 chiffres, qui a été extrêmement importante, salutaire, et qui a contribué d'ailleurs, dans une certaine mesure, à soutenir et à solidifier les capacités du Maroc à accueillir des échéances mondiales qu'il mérite amplement, évidemment. Et donc, l'approche quantitative, on vient de le dire, 20% de croissance, on est en droit, dans n'importe quel cycle de croissance économique, on peut se poser la question sur la capacité de cette économie à soutenir ce rythme de croissance à 2 chiffres pendant combien de temps? Alors, il faut qu'on fasse attention à ce que ça ne crée pas un effet de bulle. Oui. 4 ans, 5 ans, et après, 20% va devenir 3%, jusqu'à ce que ça s'effondre. Tout à fait. Et là, pourquoi je dis ça? Parce que les investissements qui sont faits dans l'industrie touristique, qui sont des investissements lourds, ce n'est pas des investissements à court terme. C'est du très long terme. Donc, il faut être attentif à la pérennité de la croissance, au rythme de la croissance, pour qu'il puisse accompagner le plus longtemps possible et permettre d'amortir ces investissements de la manière la plus stable et la plus équilibrée et la plus solide possible, pour éviter les effets de yo-yo, on va dire, qui sont évidemment totalement à proscrire dans n'importe quelle économie et dans n'importe quel secteur. Et donc, la croissance, on peut en effet être orienté vers du volume. On a fait 17,5 millions en 2024. Après, il y a 2-3 lectures affinées à faire sur ce chiffre-là, puisqu'il y a du TES dedans, il y a du Marocain du Monde, il a arrêté. Est-ce qu'on va rester à 20%, 15%, 18% pour les prochaines années? Si oui, pendant combien de temps? Si oui, à quel prix? Ça aussi, il faut qu'on puisse l'analyser et le poser pour regarder nos capacités aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que, bien sûr, pour accompagner la croissance, et c'est le plus grand bien qu'on peut souhaiter à notre économie touristique, il faut aussi accompagner tout ça de capacités d'accueil, notamment dans les aéroports, notamment dans les hébergements, notamment dans les services, notamment en ressources humaines disponibles pour les différents investissements qui vont être faits, les formes d'hébergement, la qualité de l'expérience touristique à partager, quelques indicateurs de rentabilité, notamment pour les acteurs qui investissent dans de l'infrastructure hôtelière, d'animation et l'affaire. Et puis, l'expérience dont on parle doit nécessairement être accompagnée par des produits complémentaires qui sont essentiellement liés à l'animation et aux activités que viennent chercher les voyageurs du monde dans une destination donnée. Tout à fait. Tout cela nous interpelle aussi sur la répartition ou l'équité territoriale de cette belle dynamique. Elle est formidable, la dynamique touristique. Il faut que les acteurs restent très attentifs à l'équité territoriale de cette économie pour que l'on s'assure que ce développement, il est profitable aussi bien pour Marrakech, Agadir, que Casa, que Fès, que Oujda, que Saïdia, que le Hossima, que Nador, que Dakhla, que Zagora, et l'ensemble du territoire, Mantanjal, Gouera, voilà. Et donc, ça, c'est important. Aujourd'hui,
le Maroc est résolument déterminé à réussir évidemment la stratégie de régionalisation avancée. Tout à fait. Ça passe aussi par le sujet économique. Et on a vu les 7 dernières années qui ont été des années de sécheresse extrêmement Terrible. sévères. Le monde rural souffre beaucoup de ces aléas climatiques qui vont pas aller en s'arrangeant. Tous les experts l'ont dit, l'ont répété, toutes les messes mondiales autour du climat continuent de tirer la sonnette d'alarme sur ce que le monde va affronter en termes de changement climatique et en termes de pression sur les ressources naturelles et donc sur les populations rurales et donc sur l'équilibre de manière globale entre développement urbain et développement rural. Moi, je dis très souvent que l'industrie touristique peut être un très bon levier de valorisation économique des territoires. Oui. Il faut qu'on mette ces territoires à contribution avec une véritable approche participative où la population locale, comme cela est fait dans d'autres pays qui ont déjà démontré leur réussite dans ce domaine-là, pour que cette population locale puisse créer d'abord de l'activité génératrice de revenus dans le cadre de cette industrie, et puis que cette population-là puisse rester fixée dans ces territoires pour éviter évidemment toutes les perturbations démographiques avec les systèmes de mouvement entre milieu rural et milieu urbain et tout son impact économique et social que l'on connaît. Et donc, ça, il faut qu'on y fasse attention. Le développement, mais il faut qu'on soit aussi smart et qu'on anticipe un certain nombre de sujets, notamment de préparation d'infrastructures, de mise à niveau de certains environnements, en termes d'accessibilité, en termes de services de base dans un territoire donné pour pouvoir offrir des expériences concluantes à des visiteurs et bien entendu accompagner tout ça par de la visibilité de ces territoires en tant que produit, en tant qu'espace, en tant qu'expérience en mesure d'accueillir des visiteurs du monde entier. Vous savez, en Italie, par exemple, il y a des produits qui fonctionnent depuis la nuit des temps. C'est des circuits gastronomiques, parce que bien sûr, l'Italie est un pays extrêmement réputé pour sa gastronomie. Alors, il y a des circuits gastronomiques où on peut traverser l'Italie du nord au sud à expérimenter tout l'art culinaire italien sur une période de 10 jours ou de 2 semaines. Et donc, on vivra une expérience locale chez des acteurs locaux. Et c'est un produit qui est aujourd'hui assez recherché par les voyageurs du monde parce que le voyageur du monde a beaucoup évolué. L'histoire d'aller chercher du soleil, le monde de l'eau change, bleue ou des chis, c'est terminé. Aujourd'hui, les gens veulent des sensations, veulent vivre des choses, veulent des émotions. Veulent l'expérience, c'est ça, l'émotion. Voilà. On cherche de l'émotion. Et donc, cette émotion-là, elle peut être créée à l'occasion d'un repas familial, d'un séjour chez l'habitant. On a vu d'ailleurs, on a tous vu, je crois que tu l'as vu toi aussi, un célèbre critique culinaire sur les réseaux sociaux qui a fait le Sud, et qui a, en fait, ça a suscité des émotions importantes et ça a créé un effet encore de visibilité et de promotion, j'ai envie de dire, d'une certaine région et de la gastronomie marocaine de manière formidable. Donc, toutes ces expériences-là peuvent aujourd'hui profiter aussi à des territoires qui n'en profitent pas encore assez. Et c'est peut-être là où il faut croiser la vision quantitative avec une vision qualitative pour que cette industrie puisse servir tout ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire du développement économique, du développement social, mais un maillage territorial suffisant. Donc ça, je pense qu'il y a encore quelques efforts à faire. Et bien sûr, il y a des leviers. Il y a des leviers. L'un des premiers leviers, c'est l'accessibilité, c'est la desserte aérienne. Beaucoup d'efforts ont été faits. L'accès au Maroc a été multiplié par 2, je pense, sur les 2 dernières années, avec des partenariats extrêmement importants. Là encore,
ces partenariats, il faut faire des lectures. Là, j'ai pour habitude d'avoir des lectures très pragmatiques des situations et j'évite généralement d'avoir des lectures romantiques des choses, Oui. même si c'est très tentant. Pourquoi je dis pragmatique? Parce que le modèle, aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'accessibilité, on parle de desserte aérienne pour pouvoir relier des points à points, c'est fondamental. Ça doit être compétitif en termes de prix pour pouvoir permettre au maximum de personnes d'accéder à une destination à des prix compétitifs. Le modèle, il faut qu'on y pense. Parce que lorsqu'on prend un vol d'une compagnie à bas coût et que ce service-là, il est très restrictif en termes de poids de bagages à porter, de taille de bagages à porter. Ça veut dire quoi? Que là où je vais aller, je ne peux pas, par exemple, faire mes petites emplettes d'artisanat, de choses comme ça. Booster la consommation. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention aussi à ces choses-là pour créer, encore une fois, c'est pas l'un ou l'autre. Oui. C'est l'équilibre entre les deux. Ouais. C'est le bon équilibre qu'il faut construire, qu'il faut aller chercher, qu'il faut négocier dans des partenariats intelligents, dans des partenariats gagnant-gagnant, pour pouvoir nous assurer de tirer le meilleur profit de ce qu'offrent les différents partenariats que nous pouvons conclure, que ce soit des transporteurs ou avec d'autres acteurs. Tout à fait, tout à fait. Je retiens beaucoup de choses intéressantes que tu as citées. La question, je pense, de la régionalisation, de la décentralisation est hyper importante. Ouais. Et je dirais même plus que la partie, l'industrie touristique, je pense que c'est de manière générale. Il y a une volonté au plus haut niveau, au sommet de l'État, pour pouvoir décentraliser même et valoriser les territoires, parce que c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on peut se dire que par rapport à l'opinion publique ou pour l'instant par rapport à l'image et la marque Maroc, que, je ne sais pas si tu es d'accord, on rattache très souvent tourisme au Maroc avec Marrakech, très souvent, qui un peu centralise ces éléments-là. C'est le porte-étendard. C'est le porte-étendard parce que c'est l'élément pour notamment les touristes étrangers qui ne connaissent pas le pays comme étant la partie la plus charmante, exotique, qui change un peu en termes de compétitivité, qui a, c'est-à-dire sans lot de différence par rapport aux autres. Mais, et je retiens, et je vais te poser une question moi, très importante. Tu l'as cité, l'équilibre entre le qualitatif et le quantitatif. Parce que certains pays peuvent avoir les deux. Je pense à notre voisin, par exemple l'espagnol, qui aujourd'hui a une des destinations les plus prisées au monde, je crois qu'il est dans le top 3 mondial, qui offre toutes les expériences possibles, même qualitativement, qui a du tourisme de masse et de niche, balnéaire, culinaire, sportif, clubbing, même de niche avec, je pense à du Ibiza, je pense à du tourisme par rapport au Real Madrid, à Barcelone, etc., qui est un peu de tout, mais qui commence à souffrir aujourd'hui, en tout cas, les populations locales commencent à souffrir justement de ce tourisme de masse. On a vu quelques protestations à Barcelone par rapport au fait qu'il y ait maintenant beaucoup trop de logements en Airbnb pour répondre à cette demande touristique, mais du coup, ce qui provoque des problèmes justement de hausse des loyers pour les personnes qui habitent, qui sont résidentes. Donc, est-ce que dans cet équilibre-là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer au Maroc, on est dans des schémas et des chiffres complètement différents, mais il n'empêche, je ne sais pas, moi je commence à voir qu'à Marrakech, par exemple, le prix de l'immobilier est en train de grimper et des investissements, c'est bien. Comment trouver ce bon équilibre entre, comme tu l'as dit, qualitatif, quantitatif, attirer les touristes, mais aussi préserver l'identité et puis le tissu socio-économique local et aussi la population locale et l'implication de celle-ci. À ton avis, comment pourrait être justement l'implication de la population en tant que moteur dynamique, mais aussi préserver justement cette chaleur dont tu as parlé, cette hospitalité, ce qui fait de nous ce qui caractérise cette famille marocaine, qui est peut-être, ça peut être c'est peut-être pas le cas au Maroc, mais dans certains pays, on commence à se poser la question de préserver la quiétude de la population et que ce qui caractérise les populations locales ne soit pas dilué dans le tourisme de masse. Il n'y a pas que l'Espagne, je pense à nos voisins les plus proches, la Grèce ou d'autres pays. À ton avis,
quel retour d'expérience on pourrait faire par rapport à ça pour bien amorcer, en tout cas, ces dynamiques ici? Voilà, à ton avis. Moi, je crois qu'au Maroc, on a encore beaucoup de marge de croissance. Euh, ça- Avant d'atteindre les on problématiques de est masse, d'accord. etc., on a encore beaucoup de marge de croissance. En fait, il y a plusieurs questions dans ta question. Mm. Il y a un sujet sur le logement locatif. C'est un Oui. vrai sujet. D'ailleurs, aujourd'hui en Europe, même en France, il y a un sujet maintenant sur la traçabilité, la taxabilité Mhm. des acteurs du logement touristique, du touristique locatif. C'est un sujet partout dans le monde. Au Maroc, il faut qu'on soit attentif à ce que les efforts financiers et les investissements faits, notamment en promotion et en marketing, ne servent pas l'informel. Parce que l'informel, comme chacun le sait, c'est une épine dans le pied de l'économie. Donc, il faut qu'on soit attentif aussi à ça, c'est une responsabilité. Hein. Donc, il y a un effort de suivi, de traçabilité, d'encadrement, il faut légiférer aussi. Il Oui. faut poser un cadre législatif qui permet de mieux adresser ce type d'hébergement qui devient aujourd'hui nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Walakin, les acteurs au Maroc qui investissent dans l'hôtellerie, ils n'ont pas les mêmes soucis, enfin, les mêmes facilités que va avoir un particulier qui a un appartement pignon sur rue et qui le loue. Donc, l'acteur qui a investi en hôtellerie, là, il doit payer des impôts, des taxes des locales, taxes locales. Il va payer aussi des crédits bancaires qui ne sont charges pas gratuits, salariales. Ouais. beaucoup de charges. Donc, qu'on soit que le cadre économique dans lequel investissent les différents acteurs puissent aussi permettre cette équité pour ne pas pénaliser, on va dire, les bons élèves. Mhm. Et ça, c'est important. Ensuite, en termes de volume, on a encore pas mal de marge de croissance. Et il y a un élément important dans ce que tu as dit, Asdi Ali, c'est l'aspect ou le concept de partage. Au Japon, c'est un concept qui fonctionne bien. Parce qu'au Japon, il y a un produit qui est établi, celui de venir partager la culture japonaise chez l'habitant. C'est très structuré, c'est cadré. Ça se fait c'est devenu une expérience touristique à part entière. Donc, c'est des choses qui peuvent s'organiser. C'est des choses qui se font. La loi 80.14, qui est une loi revue et corrigée de l'hébergement touristique dans notre pays, prévoit différents types d'hébergement, dont l'hébergement chez l'habitant. Mais qu'est-ce qu'on entend par hébergement chez l'habitant? Là aussi, il faut déterminer, parce qu'il faut que ce soit une offre adressable aux marchés internationaux qui ont aussi un certain nombre d'exigences en termes de sécurité sanitaire, en termes sur différents aspects. Donc, les éléments HADOU, il faut qu'on les intègre dans une offre qui va nous permettre d'augmenter nos capacités d'accueil, et pas seulement à l'occasion de la Coupe du Monde, d'augmenter nos capacités d'accueil, d'amortir des investissements qui vont être faits, que ce soit sur l'infrastructure routière, d'accessibilité, des aéroports. On a vu, il y a un plan d'investissement au niveau des aéroports qui est important. On a beaucoup de choses qui sont en route et qui va permettre aussi de diversifier l'offre pour pouvoir offrir l'expérience la plus riche, la plus variée, la plus concluante possible aux visiteurs. Donc, tout ça, avec une implication organisée et mesurée de la population locale. Mais j'ai presque envie de dire, même en amont de cette implication ici, il y a un sujet, et on voit dans Sa Majesté l'Instro, il a rappelé à plusieurs occasions l'importance de la diaspora marocaine à l'international. Et moi, je trouve que l'industrie touristique marocaine ne tire pas encore tout ce qu'elle pourrait tirer de l'implication de la diaspora marocaine ou des Marocains du monde, notamment sur le sujet de la distribution de l'offre marocaine à l'international. Les réseaux de distribution, aujourd'hui, bien sûr, c'est essentiellement du digital, mais il y a aussi une opportunité aujourd'hui de travailler avec
les acteurs qui sont dans les différents coins du monde, les acteurs marocains qui sont installés dans différents coins du monde pour pouvoir dynamiser ces réseaux de distribution privilégiés, on peut dire aussi, qui puissent accompagner cette dynamique de promotion de la destination Maroc à l'international. Je pense, il y a beaucoup de jeunesse, hein, on en est à la 4e ou à la 5e génération avec beaucoup de jeunes, dans certains pays, même peut-être avec des questions liées à des capacités d'emploi, à des capacités d'intégration, etc. Donc l'idée, c'est aussi peut-être de réfléchir aux meilleurs moyens d'impliquer la population ou les Marocains du monde dans leur pays d'accueil ou dans leur pays d'adoption, dans ce système de distribution qui est devenu digital. Donc, il y a aussi des moyens de créer des collaborations actives et productives et mutuellement profitables, j'ai envie de dire, pour cette population qui est à l'international aussi, pour pouvoir augmenter le volume d'acteurs qui sont impliqués dans la distribution, dans la promotion de la destination Maroc à l'étranger. D'accord, donc ce serait un peu... il jouerait un rôle d'ambassadeur actif, de promotion d'acteur économique, directement, pas seulement d'ambassadeur, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. J'ai vu récemment des choses qui sont faites à Paris, notamment au quartier Saint-Michel, avec une exposition qui est très, très agréable à regarder. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par des associations notamment, soutenues par nos représentations diplomatiques, etc. Et dans cet esprit-là, il peut y avoir aussi des acteurs de la distribution, hein, dans le terme le plus commercial et le plus économique possible, de distribution de la destination Maroc à l'échelle mondiale. Qui de mieux qu'un Marocain du monde pour parler de son pays, de sa culture, voilà, et qui connaît aussi le pays d'adoption avec les attentes de ce pays d'adoption. Donc, je pense que il y a une opportunité, il y a matière à intégrer, à impliquer les Marocains du monde avec une intelligence collective formidable qui se met en route lorsque nous l'avons vu, nous l'avons sollicité à différentes occasions, et qui peut devenir aussi un levier extrêmement important et un relais important pour notre destination, pour la destination Maroc et pour le produit marocain de manière générale à l'étranger. Tout à fait. Et puis nous avons une diaspora vraiment qui est très dynamique et qui est, voilà, en plus présente sur plusieurs secteurs et plusieurs niches. Et justement, ça me fait une bonne transition par rapport à ça. Je voulais parler des niches touristiques qui caractérisent des fois certains pays, sur lesquels justement s'appuient certains pays, et qui pourraient faire office peut-être de levier de croissance et dans lequel la diaspora pourrait jouer un grand rôle. Il y a quelques pays, je pense à Bali ou la Croatie ou Barcelone, par exemple, qui misent beaucoup sur les digital nomades. Tu l'as dit tout à l'heure, le tourisme, c'est plus aujourd'hui le soleil et la baignade, c'est aussi ces nouvelles formes, justement, comme il y a de la digitalisation, de la décentralisation. De plus en plus de jeunes n'ont pas on va dire, de logement forcément fixe et aiment voyager dans le monde pour travailler, c'est-à-dire de manière digitale. D'ailleurs, ça se développe, je crois, un petit peu du côté de Terazout. Mais il y a des destinations entièrement, Bali par exemple, et pourtant, en termes d'accessibilité, c'est pas la porte à côté. Et pourtant, voilà, il y a un dynamisme assez important. Je pense à ça, je pense à la partie culturelle, au festival, à la partie écologique aussi. Beaucoup de choses. Est-ce que peut-être, on pourrait en discuter, il y a des niches sur lesquelles on pourrait s'appuyer comme vraiment levier de croissance? En termes de festival, par exemple, désolé, j'en ai un en tête, j'en ai plusieurs en tête, mais par exemple, je crois que j'avais lu dans la presse en septembre dernier que l'Allemagne, par exemple, à Munich, bon, il y a de l'histoire, mais voilà, en termes de, j'ai envie de dire, en termes de tourisme. Et pourtant, par exemple, l'Oktoberfest, donc le festival de la bière, qui fait partie du patrimoine culinaire bavarois et allemand, ils font 7 millions de touristes en 2 semaines. Là, on est après, on est sur de la promotion depuis, par exemple, des années, où des pays... je pense à l'Islande qui fait du tourisme naturel, écologique, de paysage, en fait, son fer de lance.
Je sais pas. Est-ce qu'il y a des niches sur lesquelles on pourrait s'insérer, voilà, au niveau marocain, à Alors, ton avis? on va peut-être rester sur nos spécificités Ouais, tout à culturelles à fait. nous. On va faire un On festival fait un du festival thé, du thé, ce que j'allais ou dire, le festival voilà, le festival essaye. du thé, ou le Mais festival pourquoi pas? d'autres choses. Là, je pense que le Maroc, et heureusement, hein, dispose d'une richesse tellement importante de son patrimoine de manière générale, hein, qu'il soit matériel ou là immatériel. Il y a des pas de géants qui ont été faits ces dernières années Ça, c'est en clair. termes de consolidation de notre identité culturelle patrimoniale. Je pense à la reconnaissance par l'UNESCO d'un certain nombre d'éléments clés de notre culture et de notre patrimoine. Je pense à beaucoup d'initiatives culturelles qui sont faites au Maroc, mais aussi du Maroc à l'étranger. On a beaucoup de leviers, Oui. beaucoup de choses sont faites. Maintenant, bien sûr, le point de départ de cette dynamique n'est pas aussi ancien que ce qu'ont fait les Allemands ou là, les Italiens ou là, les Islandais. Mais c'est un levier important. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça niche? Il y a des segments qui sont des segments de niche, ou avant de nous adresser à la niche, ben là, il faudrait déjà mettre un coup de boost dans des sujets qui sont un peu moins niches. Je parle du maïs, par exemple. Le tourisme d'affaires, des expositions, oui, c'est le tourisme des expositions et des congrès. Le Maroc est devenu, enfin, il est devenu, mais il est géographiquement, Bada, une plateforme d'une facilité d'accès impressionnante. C'est vrai. Il est proche à peu près de tout. Et donc, c'est une opportunité formidable d'accélérer le développement d'un certain nombre de segments comme celui du tourisme d'affaires, notamment les salons, les expositions et les congrès. Ça, c'est un sujet important pour ça. Il faut une infrastructure adaptée. Quand je dis infrastructure, c'est des palais des congrès et des parcs d'exposition de classe mondiale, avec l'ensemble des facilities que l'on connaît, que ce soit en Allemagne, au Japon ou en Australie, parce qu'on peut le faire. On peut le faire, on fait des stades de classe mondiale, on peut faire des centres de conférences de classe mondiale. Tout à fait possible. Il faut y aller. C'est le moment. Tout à fait. Maintenant, pour y aller, c'est important. Mettre en place, évidemment, tous les leviers de promotion et de visibilité pour être dans le radar des prescripteurs, parce qu'on peut aujourd'hui présenter la candidature du Maroc dans tellement de sujets. L'infrastructure doit être mise en place, l'accessibilité doit être assurée et l'expérience concluante pour que ce segment-là puisse produire tout ce qu'il a à produire tout au long de l'année. Ça fait partie aussi des leviers qui permettent de lisser les problématiques de saisonnalité. Dans certaines régions, tu le sais, le Nord, il n'a pas la même saisonnalité que Marrakech ou là que Casablanca. Même Casablanca n'a pas la même saison, ou la Rabat n'ont pas la même saisonnalité que dans d'autres destinations qui sont devenues aujourd'hui des destinations de 365 jours. Et ça, c'est un levier important. On a aussi des leviers qui sont importants. Il y a j'ai un exemple. Le Dubai Shopping Festival. C'est un festival qui maintenant célèbre dans le monde. On y vient du monde entier pour faire de bonnes affaires. La Fashion Week. Casablanca mérite son festival du shopping aussi. Oui. Casablanca mérite son festival du shopping qui, en plus, Casablanca en tant que hub, notamment vers les pays africains, peut être un momentum important du calendrier d'animation de la ville de Casablanca pour offrir ou venir renforcer encore plus cette visibilité de Casablanca à une certaine période de l'année où probablement la saisonnalité, elle vient être un peu ralentie. Il y a tellement encore de sujets important à structurer et de rendez-vous à placer dans un calendrier annuel solide et visible et structuré. Évidemment qu'après, il y aura toujours de la place pour les digital nomades, pour les voyageurs à la recherche du thé exclusif de l'Ayoun ou de Dakhla, qui viendront comparer la Mdfouna de Zagora avec la pastilla de Fès, bien sûr. Mais on a
des sujets aujourd'hui qui sont de vrais accélérateurs, Oui. pour lesquels il y a un écosystème qui est déjà mature dans le Mhm. monde, Mhm. dans lesquels on peut être très compétitif et auxquels il faut que cette industrie rentre avec les deux pieds joints et de manière totalement assumée. Tout à fait. Et est-ce que la clé, je me pose la question, est-ce que la clé, à la réponse de tout à l'heure sur la régionalisation, ne serait pas justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un matching justement entre justement ces niches et régionalisation pour qu'ils soient des accélérateurs décentralisés? Ouais, Je pense à... J'ai un exemple qui m'est venu en tête quand tu parlais tout à l'heure par rapport au hub en termes de shopping. Je pensais au tourisme religieux, par exemple. Fès, voilà, qui est... ça fait partie aussi des visites. C'est que c'est une destination pour tous les disciples de la Tariqa Tijaniyya en Afrique de l'Ouest. Avant d'aller au Hajj, au pèlerinage, ils viennent visiter le mausolée de Sidi Ahmed Tijani à Fès. Donc, il y a le festival aussi des cultures sacrées à Fès. Je ne sais pas, je pense Casablanca aussi. J'ai en mémoire, toujours par rapport au tourisme du football, après l'effet Coupe du Monde, je me souviens du match, le derby Casablanca organisé entre par la Coupe arabe entre Raja et le Wydad, qui a fait je ne sais pas combien de spectateurs au niveau mondial, juste pour voir la beauté des tifos et des supporters, qui a attiré beaucoup de youtubeurs internationaux. Donc est-ce que effectivement, et ça de manière décentralisée, comme tu le dis, ou le thé à Dakhla, à l'Ayoun, ou autre, je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'il y a peut-être un... Est-ce que la clé justement pour cette décentralisation, régionalisation, c'est aussi ces niches et ces accélérateurs un peu partout? Tout est bon à prendre, mais là, ça nous amène tout de suite vers un sujet de gouvernance d'abord. Alors, le sujet de la gouvernance territoriale, en tout cas pour l'industrie du tourisme, a été un sujet. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui a été discuté. Il y a des représentations ou des représentativités professionnelles à l'échelle locale. Alors, il y a les conseils régionaux du tourisme, et je pense que si on veut faire encore un pas de plus, et en tout cas un pas plus solide et plus fort vers cette dynamique territoriale, il y a un sujet sur la question de la gouvernance locale. Très bien. Alors, cette gouvernance-là, c'est-à-dire il faut avoir aujourd'hui, il faut imaginer des cadres de gouvernance public-privé à l'échelle territoriale, mais qui va venir, bien sûr, impliquer les acteurs locaux, que ce soit du privé ou là du public, qui va aussi interroger la question des moyens. Oui. Et des financements. Si on est à Fès, on veut aller faire, je ne sais pas, la promotion de la Tariqa Tijaniyya un peu partout dans les grandes capitales européennes ou africaines ou que sais-je. Il faut organiser tout ça, mais il faut le financer. Donc ça, c'est un sujet au niveau de la gouvernance en tout cas aussi du secteur privé, avec qui gagnerait d'ailleurs à être organisé de la sorte, mais avec une organisation sur le papier qui est capable de faire les choses, mais qui n'a pas les moyens pour faire ces choses-là, ça restera toujours une bonne volonté. Mais sans les moyens, on ne peut pas y arriver. Donc ça nous interpelle sur un sujet qui est fondamental, à mon sens, c'est celui du degré d'appropriation par les acteurs locaux, notamment les élus, sur différents territoires, de l'opportunité ou de l'importance ou du poids que peut représenter l'économie touristique dans chacun de ces territoires-là. Avec évidemment des proportions variables. Mais cette appropriation, elle est nécessaire. Et cette appropriation va permettre non seulement de créer un cadre de gestion locale et de suivi, pas seulement de l'animation ou de la promotion, mais aussi des investissements. Chaque territoire va pouvoir proposer et dynamiser le type d'investissement qui lui est nécessaire pour rendre son offre complète et compétitive. J'ai cité un exemple que j'ai trouvé très intéressant quand on parlait tout à l'heure, au début de notre conversation, le Covid. Oui. Il y a un des maires
dans une ville au sud de la France, qui avait pris une initiative en tant qu'acteur local, Oui. avec les représentants des entreprises d'hébergement, les hôteliers, de sa région. Ils ont pris une initiative, parce qu'évidemment, à la sortie du Covid, tout le monde était un peu, tout le monde tirait la langue, enfin voilà. Et donc, ce maire-là, l'Oumda de cette région-là, il a pris une initiative, il a dit, en accord avec les acteurs locaux, les hôteliers, les acteurs privés, il a dit, les clients qui viennent, qui réservent et qui viennent, مثلاً, pour 3 nuits ou là, pendant leur séjour, s'ils présentent tant de tickets consommés dans les commerces de ma région, restaurants, boutiques, souvenirs, cinéma, etc., leur hébergement est gratuit. Et en fait, cet hébergement est gratuit. L'hôtelier, lui, il a fait un effort pour facturer au prix coûtant à la mairie qui va prendre en charge, mais qui va récupérer ce montant-là qu'elle a pris en charge à travers toute la dynamique de taxes et de création de valeur qui a été générée grâce à la visite d'un certain nombre de clients, de touristes, pendant une période donnée. Alors, je l'ai schématisé, je l'ai un peu simplifié dans mon exemple, mais quand on prend l'esprit de cette initiative, qu'est-ce qu'on retient? On retient d'abord qu'il y a une dynamique locale et qu'il y a une gouvernance locale. Et ça, c'est fondamental et c'est essentiel. Et qu'il y a aussi, troisième élément, des moyens qui ont été mis en place par l'élu, par le maire, pour pouvoir garantir à ses administrés, acteurs économiques administrés, de se maintenir, de maintenir l'emploi et de maintenir leur contribution fiscale et de maintenir l'écosystème. Alors, ça a duré un été. Oui. Parce que c'était cette petite phase-là, les 2 mois de juillet-août, où il fallait tenir. Mais ça a permis une formidable visibilité de cette destination depuis, parce qu'il fallait aussi, il y avait tout un système où il fallait faire des posts sur les réseaux sociaux, faire des commentaires, etc. Ce qui a permis à la destination de se référencer et aux produits de cette destination d'être encore plus visibles. Donc, si on prend à contrario les moyens qui auraient pu être investis directement avec une stratégie de communication, de marketing, etc., versus ce qui a été fait, ça a peut-être coûté un peu moins cher ce qui a été fait, ça a peut-être eu un effet encore plus direct avec la population locale. C'est ce type d'initiatives qui viennent aujourd'hui démontrer que la gouvernance locale, elle est clé, elle est essentielle pour que les territoires puissent aussi activer une dynamique qui correspond à leurs ambitions et à leurs attentes. Donc implication et responsabilité importante des acteurs et élus locaux. Donc, voilà, oui, mais il faut créer le cadre. Il faut créer le cadre, tout il faut à créer fait. le cadre, il faut lui donner les moyens, il faut lui fixer des objectifs, donner un cap, dans le cadre d'une stratégie nationale évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de travailler en silo de manière indépendante. Je pense et je crois beaucoup en la capacité des acteurs locaux à participer eux-mêmes et à créer cette dynamique, c'est fondamental. Super. Peut-être un autre élément auquel je pense, la question de la formation, alors aussi touristique. Pourquoi je parle de formation? Parce que je pense à la compétitivité. Là, je fais appel aux 2 casquettes de Wissal, donc la question de la compétitivité du rapport de force, du management stratégique à l'international, et puis la valorisation de la marque Maroc, ou en tout cas des marques, peut-être on va dire, touristiques du Maroc. On sait qu'aujourd'hui, en termes de compétitivité, il y a la question du service, la formation, du niveau de service à l'international. Beaucoup de personnes, tu l'as dit tout à l'heure, recherchent de l'émotion et de l'expérience. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet aussi à ne pas négliger, développer, notamment au niveau territorial, pour avoir justement, pour développer cette niche d'expérience et créer aussi du dynamisme socio-économique, la création d'emplois ou autres, par rapport à ces territoires-là. Je clarifie peut-être un peu plus. Aujourd'hui, des touristes qui viennent à Marrakech pour différentes gammes touristiques qui, avec un certain service très performant, notamment dans la partie luxe ou dans la partie expérience aussi authentique. Comment faire pour peut-être avoir justement
accompagner ou booster, ou peut-être y a-t-il, selon toi, des choses? Est-ce qu'il y a un diagnostic déjà par rapport à cette formation au niveau de service, mais au niveau justement de l'ensemble des territoires, où il y a des choses peut-être à développer, à améliorer, à ton avis? Je pour être cash et franche, comme je dis, sur la partie service, de manière globale, peut mieux faire. Mhm, mhm. Peut mieux faire. Je pose la question parce Oui, qu'on oui, sait oui. qu'on peut mieux faire, notamment dans beaucoup de Oui, territoires. oui, oui. Oui. Dans beaucoup de territoires et dans beaucoup de types de produits et dans plein de choses, peut mieux faire sur la partie service. De la partie service, je pense ce serait une erreur de s'arrêter à l'acte lui-même de service quand on a, ou s'arrêter à son expérience personnelle quand on va ça ou là. Oui. Il faut peut-être dézoomer un peu pour regarder la question de la ressource humaine dans l'industrie touristique de manière un peu plus complète. Oui. Point de départ, c'est l'attractivité du secteur touristique en tant que secteur économique pour les jeunes aujourd'hui et les perspectives d'avenir qu'il offre, qui sont certaines. Est-ce qu'elles sont visibles, ces perspectives? Bonne question. Est-ce que l'ascenseur social, qui est concret, qui est réel, je l'ai dit en tout début de notre échange, l'ascenseur social dans l'industrie touristique, il est réel. C'est l'une des industries où l'ascenseur social est le plus exprimé. On connaît plein d'acteurs qui sont aujourd'hui des patrons d'un certain nombre d'entreprises touristiques très performantes, qui ont commencé au plus bas de l'échelle. Parce que c'est une industrie où on a besoin de passer par toutes les étapes pour la comprendre, pour la vivre et pour être capable de la servir correctement. D'ailleurs, dans les écoles de management touristique, on n'apprend pas que de la finance et du commercial et du marketing. On apprend aussi du service, du housekeeping, ce que c'est, de tout. Oui. C'est important parce que c'est une industrie de service, mais c'est une industrie très délicate où le détail a son importance. Le détail de l'accueil, le détail du style, le détail de tout. De la propreté, de la sécurité, de la déco, de la beauté, tout a de l'importance. Donc, si on n'a pas vécu les étapes de Cameline, en arrivant tout de suite au sommet de l'entreprise, on ne sera peut-être pas aussi performant, aussi sensible à un certain nombre de sujets. Donc, l'ascenseur social dans l'industrie touristique existe. La question, est-ce qu'il est visible? Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est quelque chose que le grand public ou que les jeunes d'aujourd'hui connaissent? Je ne suis pas sûre. Donc, il y a un problème d'attractivité du secteur en tant qu'économie. Il y a peut-être de la promotion à faire en interne sur ce sujet. Il y a un vrai travail à faire sur ce sujet. Moi, ça fait quelques années que j'en parle, notamment avec mes confrères et mes consoeurs lorsque j'étais à la Confédération. Il y a un souci d'attractivité de ce secteur économique pour pouvoir donner aux jeunes et aux familles les garanties nécessaires que ce secteur-là offre des perspectives extrêmement importantes, peut-être beaucoup plus, beaucoup mieux que dans d'autres secteurs. Là, il faut qu'on soit très attentif à cet élément-là. Ensuite, le cadre de l'emploi lui-même. On le sait, c'est un secteur comme beaucoup de secteurs de services qui va s'appuyer sur le travail temporaire. Oui. Et donc, saisonnier, il a arrêté. Donc, il faut aussi que l'on fasse attention à ce cadre-là, et il est peut-être temps de refaire un petit toilettage de la rubrique travail temporaire adressée à ce secteur-là, vital pour notre économie et tellement important pour toutes les échéances qui arrivent, de manière à lever le doute sur la précarité ou ce qui ressemblerait à de la précarité d'emploi, surtout pour des jeunes. Souvent dans cette industrie, on a le couple qui travaille dedans. Le monsieur et la madame. Oui. Et ils ont des enfants. Donc, on ne peut pas se permettre de les laisser travailler dans un cadre qui ne leur donne pas les garanties de la stabilité. Je vois. Ouais. De l'emploi. Donc, il y a un sujet là-dessus. Alors, évidemment, cette stabilité de l'emploi doit se faire, encore une fois, dans un équilibre entre le bénéfice de stabiliser des emplois, mais aussi le coût pour l'employeur. Il ne faut pas que le coût devienne dissuasif. Bien sûr. Sinon, l'employeur, lui, il crée plus d'emplois. Exactement. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut construire. Et je crois qu'il est temps, aujourd'hui, de s'adresser à cette question du service, pas seulement par la question de la formation. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, savent servir, savent cuisiner? Ça, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave des problèmes, ça. C'est pas assez facile.
à traiter, parce qu'il y a des formations pour ça, il y a des formateurs très talentueux, il y a des outils aujourd'hui, notamment de e-learning, qui permettent de bien connaître les règles ou là, les standards selon les catégories de restaurants ou d'hôtels ou de clubs où on va. Mais le plus important, c'est le cadre dans lequel on fait évoluer cette jeunesse. C'est les perspectives d'avenir et d'évolution qu'on offre à cette jeunesse. C'est la sécurité de l'emploi qu'on offre à cette jeunesse. C'est les conditions de rémunération qu'on offre à cette jeunesse qui doivent être méchies nécessairement dans des proportions non raisonnables, parce qu'il faut rester aussi compétitif, mais il faut que ce soit un équilibre de l'ensemble de ces éléments qui sont des fondamentaux. Tout à fait. Pour pouvoir nous assurer d'attirer des talents qui ont des capacités d'absorber le métier et qui ont aussi des capacités d'exprimer leurs talents. Et il y a beaucoup de talents dans ce secteur. Il y a beaucoup de passionnés. Ce qui est certain, c'est que quand les jeunes rentrent dans ce métier, ils le prennent de passion et ils continuent d'évoluer dedans. Maintenant, il faut que ça devienne à une échelle industrielle et stable, avec des perspectives projetables à moyen long terme. Quand il y a eu le Covid, tous les pays ont perdu énormément de talents, notamment dans les cuisines, dans la gastronomie, dans les arts culinaires. Le Moyen-Orient cherchait 200-300 000 personnes à recruter. La France cherchait à recruter. L'Espagne cherchait à recruter. Au Maroc, on a beaucoup de jeunes talents. Il faut qu'on soit capable de les garder. Oui. Pour les garder, il faut, encore une fois, cette visibilité et cette possibilité de développement de carrière. Oui. Donc, tous ces éléments-là, comme dans n'importe quelle autre industrie, l'automobile, textile, quand on est dans l'automobile, on réfléchit pas. Pour travailler dans l'industrie automobile, est-ce que c'est un métier qui a de la valeur ou qui n'a pas de valeur? On n'a pas ce genre de sujet. Stable, exactement. Dans le tourisme, on commence à se poser des questions, selon que ce soit une fille ou un garçon, selon qu'il soit rural ou urbain, selon... Les parasitages, il faut l'évacuer. Oui. C'est une industrie à part entière. C'est des perspectives d'avenir et de carrière importantes. C'est des modalités de travail qui offrent beaucoup d'avantages. C'est ces choses-là qu'il faut valoriser, rendre visibles et lisibles auprès des jeunes. Il y a aussi des leviers importants sur lesquels on peut s'appuyer, notamment les baccalauréats professionnels, qui ne sont pas déployés ou si peu. La formation professionnelle ne règle pas tout. Oui. Parce qu'il faut après un moment une adéquation entre ceux qui sont formés et le besoin réel du marché. Et donc, c'est toute une réflexion à mettre en place et c'est vraiment une grosse stratégie de valorisation des métiers et d'attractivité des métiers pour l'industrie du tourisme. Oui. Par les Marocains et pour les Marocains. C'est un point très intéressant, effectivement, et pas assez abordé, qui est essentiel. Peut-être un dernier point qui concerne finalement le tourisme. On a beaucoup parlé du tourisme à l'international, des stratégies, peut-être des différents pays et autres. Qu'en est-il du tourisme local, à ton avis? Est-ce que c'est peut-être pas aussi l'un des principaux leviers de croissance? Paradoxalement, c'est le deuxième marché. Je ne sais pas si le public sait ça. C'est le deuxième marché en termes de nuitées. Il a représenté autour de 34-35%. C'est le deuxième marché après l'international. Donc l'international, il y a tout dedans. Il y a tous les pays dedans. Oui. Donc on a l'international avec tous les pays. On a le Maroc en deuxième avec 34% à peu près, un peu plus cette année. En termes de nuitées. Oui. Maintenant, la demande nationale, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Elle devrait atteindre 50%. Parce qu'il y a encore une question d'accessibilité et de moyens. Il y a plein de leviers. Le premier levier, il est pratico-pratique. C'est une question d'organisation. Quand tout le Maroc part en vacances en même temps, ce n'est pas très pratique. Oui. Ça fait qu'il y a une pression sur la demande, une augmentation des prix de manière souvent injustifiée et personne n'en profite. Un calendrier lissé, et on en a parlé, moi j'en ai parlé plein de fois, et puis ça avait été un projet qui avait été d'ailleurs déployé en 2014 et 2015, et pour des raisons que j'ignore toujours,
Il avait été abandonné au bout de 2-3 ans. Oui, j'allais poser la question, je me souviens. Il y avait eu les cartes scolaires, c'est ça? C'est-à-dire Oui, un décalage. calendrier scolaire avec 3 régions. 3 régions. Ce qui a Comme ce qui se permis... fait en France. Tabaran. Alors, qu'est-ce que ça a permis? De gagner 32 jours de saisonnalité, 36 jours de saisonnalité en plus. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais c'était une super idée. Après, ça a été abandonné. Parce que c'est peut-être des questions pratiques au niveau de l'éducation nationale. C'est possible, entre le faire de manière comme ça, totale, et ne pas le faire du tout, il doit y avoir une marge entre les deux. Oui. Je pense qu'il est temps, même pour des raisons d'ailleurs de sécurité routière, et même pour des raisons de fluidité dans les transports, je parle du transport ferroviaire, etc. Il serait utile de réouvrir ce sujet et de discuter sur la pertinence de mettre en place un calendrier régional ou la territorialiser de vacances scolaires en 3 grandes régions. Je parle évidemment que des vacances en cours d'année, automne, printemps, automne, hiver, printemps. Oui. Les vacances d'été ne sont pas discutables, évidemment. Et ça pourrait être un premier levier pour pouvoir baisser un peu la pression sur la demande. Le deuxième levier, c'est de pouvoir aider à mettre en place un instrument d'épargne vacances. Une épargne vacances, on en a discuté plein de fois, les acteurs publics. Il y a même eu des propositions, il me semble, qui ont été faites, ou des initiatives qui avaient été discutées pour pouvoir... Faut un texte, il faut réglementer une épargne vacances défiscalisée pour encourager à cette épargne-là aussi bien l'employé que l'employeur avec une contribution symbolique dans le cadre de sa politique RH. Donc tout ça, ce sont des leviers qui peuvent aider à dynamiser la demande nationale, parce que le pouvoir d'achat national, on le connaît, les habitudes de consommation du marché national, on les connaît, mais une économie saine est une économie basée d'abord sur sa demande intérieure. Oui, totalement. Et c'est aussi un bon signe de solidité et de résilience, c'est important. Moi, je trouve que la demande nationale gagnerait à être davantage dynamisée. Je ne sais pas si c'est une question de visibilité ou de campagne, parce que les Marocains connaissent bien le Maroc, savent où aller, etc. La facilité, ça serait de dire, de toute façon, les Marocains, quand ils voyagent, ils ne vont pas à l'hôtel. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les Marocains se sont beaucoup modernisés aussi. Ils aiment bien garder leur rythme, leur autonomie, etc. Les nouvelles générations vivent de plus en plus dans des logements qui sont plutôt verticaux, donc des appartements. Alors, il y a de moins en moins de gens qui vont chez des gens, n'est-ce pas? Avant, on allait chez les grands-parents parce que c'était de grandes maisons. On va à la campagne, on va même dans des grandes villes, mais dans des grandes maisons parce que c'est des grandes maisons familiales, mais malheureusement, ça se perd. Et donc, les Marocains consomment de l'hébergement touristique. La preuve, c'est que ça représente 35% des nuitées totales enregistrées en cours d'année. Mais il faudrait avoir des offres adaptées en forme et accessible aussi en termes de prix. Et il faut aussi réfléchir aux infrastructures d'animation qui est le talon d'Achille, j'ai envie de dire. Tout à fait. Parce que quand on part passer des vacances sur une station balnéaire pendant 10 jours, après avoir fait la plage et les churros et le je sais pas quoi, faut trouver des occupations aux enfants, faut des parcs d'attractions, faut des musées ouverts tout le temps, faut des expériences, des aquaparks, des espaces de jeux, des petits festivals, des scènes, des théâtres de rue, des espaces animés, des espaces où il fait bon se promener en famille, etc. Plus de 70% des familles marocaines se déplacent, des voyageurs marocains se déplacent en famille, avec une moyenne de 3,2, je crois, personnes, c'est une moyenne. Et donc, c'est important de tenir compte de ça. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2022, je crois, ou 2023, sur le sujet. Et c'est important de répondre à cet besoin en termes d'organisation d'hébergement, en termes de calendrier de voyage, en termes de moyens pour accéder aux produits touristiques, et puis en termes de produits touristiques lui-même, c'est-à-dire des animations à la hauteur de ce qu'attendent ou de ce que vont chercher aussi les Marocains, certains, beaucoup, maintenant de plus en plus, dans des destinations internationales de proximité. Tout à fait, tout à fait. Je prends un exemple, j'entends beaucoup autour de moi peut-être sur la question, je pose la question de manière frontale, sur la question des prix, notamment.
c'est que beaucoup disent, par exemple, que, mis à part la question des visas, certaines familles, je parle du tourisme estival et balnéaire, vont dire je préfère aller passer une semaine en louant une maison en Espagne qui va être moins chère et avec beaucoup plus de choix d'activités que d'aller à Agadir ou à Saïdia ou autre. Je sais pas, on n'a peut-être pas la réponse, il y a peut-être beaucoup d'éléments, de facteurs. Comment être plus compétitif, justement, et rendre plus accessible au niveau local, justement? Alors, je crois qu'il faut plus se concentrer sur la composante de cette offre, de cette expérience. Ouais. Quand on va aller dans certaines destinations et dire ça va me coûter moins cher de passer une semaine en famille à tel ou tel pays que chez moi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette offre. Et en effet, ce qui va faire défaut pour la destination Maroc, ce sont les activités qu'il faut faire. Bien sûr qu'il faut occuper des enfants toute la journée. Ils ne peuvent pas rester sous le soleil, à bronzer, à se rouler dans le sable toute la journée. C'est pas envisageable. Et donc, quand on regarde le contenu de l'expérience vécue dans une destination proche, en termes de parc d'attractions, en termes d'aquapark, de musées, de grands malls pour des expériences de shopping, de street food, de choses comme ça, comparé à l'effort à faire pour avoir à peu près la même chose, et on ne l'atteint pas de toute façon dans certaines destinations ici, il y a un sujet. C'est pas forcément moins cher intrinsèquement. Oui, c'est-à-dire toute l'expérience, voilà. C'est à périmètre comparable, c'est pas nécessairement en ces termes-là qu'il faut comparer, mais c'est l'ensemble de l'expérience et c'est le rapport expérience-coût qu'il faut évaluer. Tout à fait, c'est vrai. C'est vraiment ça qu'il faut évaluer. Donc moi, je pense, et je suis parfaitement confiante quant à la capacité de la destination Maroc de devenir extrêmement attractive et privilégiée chez les Marocains lorsque viendront compléter cette expérience un certain nombre d'investissements, notamment dans l'animation, dans les parcs de loisirs, où on peut prendre des enfants pendant le week-end, où on peut emmener des grands-parents avec leurs petits-enfants pour passer un séjour agréable, où chacun va y trouver son compte dans un équilibre bien organisé et avec des coûts raisonnables. Alors, il y a un point aussi, c'est la pression sur les coûts, sur les prix, dans certaines destinations balnéaires, notamment les périodes particulières, je pense à l'été. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est un facteur de saisonnalité intrinsèque. Il y a des zones qui fonctionnent entre 45 et 50 jours par an. Oui. Par contre, avec des charges qui, elles, sont facturées 365 jours par an. Donc là, il y a une anomalie. Ensuite, il y a le poids des charges et le poids fiscal aussi. Oui. Qui est important. Alors, quand l'acteur il a que 2 mois pour générer ce qui va lui permettre de tenir à l'année, il y a très peu de chances de lui demander d'être compétitif et d'être supra compétitif et qu'il le soit. Il y a des équilibres à maintenir. Je rappelle que, par exemple, le taux d'occupation moyen annuel au Maroc continue d'être en dessous de 50%. Ça veut dire qu'à l'année, sur l'ensemble du territoire, 1 chambre sur 2 à l'année ne sont pas occupées. Donc, il y a encore des efforts à faire là-dessus, en termes de remplissage. Et puis, l'hébergement, ce n'est pas que de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, ce n'est pas que le 5 étoiles. Oui. Il y a réellement un mindset à considérer sur cette offre très diversifiée et très variée que le tourisme marocain propose. Et c'est l'ensemble de cette offre qui doit retrouver des équilibres de rentabilité et de compétitivité pour pouvoir accompagner cette dynamique touristique qui est importante et qui va l'être encore plus pour les prochaines années. Il s'agit d'avoir un outil industriel formidable avec une expérience la plus concluante possible et avec en effet en perspective un taux de retour sur investissement qui sont en train d'être faits maintenant qui soit le plus équilibré possible et le plus prometteur possible pour la suite. Super, super. Wissal, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Peut-être un dernier mot de conclusion pour la fin, peut-être sur ton sentiment, sur les échéances à venir ou sur la destination Maroc.
Moi, je suis une inconditionnelle de la destination au Maroc, en tant que Marocaine. D'ailleurs, moi, je passe mes vacances d'été en famille toujours, chaque année, au Maroc. Super. C'est pour faire découvrir les autres endroits du monde. On choisit plutôt d'autres périodes dans l'année. J'ai hâte qu'on soit aux prochaines échéances parce qu'on est en train de vivre et de voir toute la transformation et cette dynamique formidable qui est en train d'être portée par différentes villes et différents acteurs. Je suis très émue et très heureuse que notre pays puisse offrir ça à nos enfants. C'est une génération intelligente, c'est une génération engagée, Oui, c'est une génération aujourd'hui qui va être capable de relayer grâce aux nouvelles technologies de communication, les réseaux sociaux, toute cette formidable créativité qu'ont nos jeunes. Ils vont être capables de pérenniser et de rendre éternelle cette image de ce Maroc qui bouge, de ce Maroc qui est en train de pousser très haut tous les codes et tous les records. Et j'ai vraiment hâte qu'on soit tous, Inch'Allah, Allah يطول لنا العمر والله amin, يخلينا على خير amin, والله يحفظ لنا جلالة الملك, sans amin, ya qui Rabbi, amin. toute cette dynamique ne serait pas une réalité. Et alhamdoulilah, qu'il est le premier dans la locomotive de cette très très belle et cette formidable dynamique pour les Marocains et par les Marocains. J'espère qu'on vivra tous des moments vraiment fabuleux et inoubliables qu'on racontera et que l'histoire racontera pour nous, pour les générations à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Amin, amin, Inch'Allah, Inch'Allah. Et effectivement, on vit une période vraiment passionnante. Ouais. Passionnante. Merci beaucoup, Wissal Merci à toi, Ali, Gharbaoui. merci. Merci Merci pour d'avoir cet échange. accepté notre Merci invitation. à toi. Et au plaisir de te recevoir à nouveau, Avec Inch'Allah. plaisir, Avec grand Inch'Allah, plaisir. Inch'Allah, quand tu veux. Chers amis, auditrices et auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet échange. N'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes de Strategic Mindset, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et sur YouTube. À bientôt pour un nouvel épisode, encore une fois avec des invités qui vont partager leur retour d'expérience et leur Strategic Mindset justement par rapport à leurs travaux ou à leurs projets. Merci.